Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, en point 1, mise en place d'une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance à l'aéroport de Cotonou. Notre pays est signataire du règlement sanitaire international et, de ce fait, s'oblige à se doter de capacités requises afin d'apporter efficacement une réponse appropriée aux événements de santé publique au niveau des points d'entrée sur son territoire. Cette mesure s'intègre parfaitement dans les travaux de rénovation en cours à l'aéroport. De façon concrète, il s'agira non seulement d'assurer une surveillance épidémiologique optimale à travers la détection précoce, l'isolement et la notification des événements de santé publique, mais aussi de faire face aux urgences médicales pouvant survenir au sein de l'aéroport parmi les passagers ou le personnel. La structure médicale à installer sera adaptée au déploiement conséquent du plan d'intervention pour les urgences qui s'y produiraient, y compris les procédures opérationnelles standardisées aux fins de prévention, de détection et de notification des maladies à potentiel épidémique. De même, le dispositif permettant de répondre aux urgences ou détresses vitales à travers l'assistance aux voyageurs à mobilité réduite ou ceux présentant des pathologies nécessitant une mise en condition médicale avant le voyage serait mieux organisé. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en place de cette unité médicale. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer l'opérationnalisation diligente avec le partenaire stratégique retenu. En point 2, consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Au terme de la première édition réalisée entre 2018 et 2020, 2 500 000 individus ont été recensés comme pauvres, dont 1 500 000 classés pauvres extrêmes. Mais la mise en exploitation de cette base de données a révélé certaines insuffisances et des cas d'injustice qu'il convient de corriger en intégrant les pauvres extrêmes non inscrits lors de la première opération et en l'appurant des personnes non éligibles qui s'y sont retrouvées. Par ailleurs, en dehors du dénombrement des ménages et des individus cibles, la base qui donne ainsi corps au registre social unique intégrera davantage de modalités pour identifier objectivement et facilement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale tels que Besoke, Suède, etc. Le programme des activités inscrites dans le cadre du mois du consommation local suit son cours au Bénin. Ce jeudi 5 octobre 2023, les exposants sont face aux experts pour bénéficier d'une formation axée sur le thème « Promouvoir la consommation des produits locaux grâce à l'innovation et le renforcement de la qualité ». Nous devons travailler à renforcer la recherche et développement parce que sans la recherche et développement, nous ne pouvons aller nulle part. La qualité des produits locaux est essentielle pour gagner la confiance des consommateurs. Les normes locales et régionales de qualité doivent être rigoureusement appliquées pour garantir la sécurité alimentaire et la satisfaction des clients. Dans les discussions que nous avons eues tout à l'heure, on pourrait noter par exemple les questions énergétiques. Il faut renforcer l'énergie dans la plupart de nos États membres pour pouvoir accompagner les entreprises. Il faut renforcer la capacité des opérateurs économiques, notamment les artisans, pour pouvoir produire et mettre sur le marché des produits de qualité. Donc c'est un ensemble de réflexions dont les conclusions seront utilisées à la fois par la Commission et également par les pays pour développer les stratégies. Il y a la matière première et la question du financement qui s'est invitée également donc, dans les échanges. En plus de cela, nous notons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par la Commission de l'UEMOA pour accompagner les États membres. Mais en plus de cela, les gens demandent également dans les échanges à ce qu'il y ait des réglementations, des politiques publiques qui puissent permettre davantage donc de favoriser les achats des produits locaux.
Cette rencontre de Cotonou a également connu la présence du professeur Filiga Michel Sawadogo, commissaire du développement humain de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il a à l'occasion partagé avec les participants ses expériences et succès dans le domaine de l'industrie et du commerce. Pour consommer local, il faut produire local. Et donc c'est un peu les bases du consommer local que nous consolidons à travers ces activités. Il faut dire aussi qu'une autre innovation est le fait que la partie béninoise a prévu d'attribuer, de décerner des prix d'encouragement aux exposants qui auront donc les produits les plus performants de haute qualité. Et peut-être pour souligner la 4e édition, sa grande spécificité, c'est que c'est une édition déplacée par rapport aux éditions antérieures qui se sont au niveau régional déroulées au siège de la commission, alors que cette année, voilà, ça se passe au Bénin, qui est le pays numéro 1 en termes dans l'ordre alphabétique. Très émus, les participants ont apprécié à sa juste valeur l'initiative. Alors, forcément, en tant que consommateur, il est difficile d'accepter qu'on va consommer un truc qui vient de chez nous. Il est difficile de voir que ce qui est produit chez nous, en fait, est cher. Mais ça, c'est quand tu es du bord du consommateur. Je suis également productrice, donc forcément, je connais un peu les différents rouages et je sais que ce n'est pas facile de s'investir dans la production locale. Et du coup, en fait, c'est vraiment un devoir citoyen pour ceux qui consomment de consommer, parce qu'au-delà de consommer local, on soutient en fait toutes ces personnes-là qui œuvrent à l'évolution de l'économie du pays. Et à la fin de cette formation, on a retenu également des mesures et des dispositifs à prendre afin de stimuler la consommation des biens et services locaux, notamment renforcer la qualité et également la quantité des produits locaux, mais aussi mettre en place des mesures incitatives pour faire la promotion de ces produits et pour accompagner également les artisans du secteur local. Ces exposants sont donc mieux outillés pour promouvoir la consommation des produits locaux grâce à l'innovation et le renforcement de la qualité. Le développement économique et social durable auquel nous aspirons tous, légitimement, repose en effet sur un environnement juridique sain, gage d'une justice forte dont les décisions sont rendues dans des délais raisonnables. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les systèmes judiciaires du monde entier sont en constante évolution, à la recherche de cet équilibre. Ils se modernisent, s'adaptent aux défis du XXIe siècle et intègrent des avancées technologiques pour mieux servir les citoyens. Cette recherche n'est pas seulement une réponse aux besoins changeants de notre société, mais encore un indicateur de progrès. Non, cette réforme ou cette recherche est une loi du service public. Ces considérations font donc l'importance primordiale que le gouvernement de la République du Bénin donne à l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de notre système judiciaire. La modernisation de la justice est donc une nécessité absolue. Le fait de moderniser, c'est d'assurer une transition d'un état antérieur que l'on pourrait qualifier d'état traditionnel à un état nouveau, postérieur, que l'on pourrait qualifier d'état moderne. C'est la marche de l'ancien vers le nouveau. Et c'est pour cela que le mot perspective a sa place en termes d'objectifs à atteindre, en termes d'horizon à se fixer. Le deuxième mot, donc, c'est la justice. Chacun sait ici que c'est d'abord une vertu. La justice, ce sont les moyens en termes organiques que la société expose à la réalisation de la fin, à la réalisation de cette vertu, donc de cet objectif qui est aussi celui du droit. Le droit n'a de sens que s'il conduit vers la justice, s'il conduit à la justice. Et donc nous allons comprendre dans ce débat sans doute
C'est l'idée des initiateurs, la justice comme une organisation, une institution, un système. Les différentes sessions plénières et les travaux en nature de ce colloque aborderont ces thématiques telles que la justice commerciale, foncière, sociale, administrative, pénale, la justice des mineurs, l'évolution ou l'exécution des décisions de justice, en corrélation avec la digitalisation des procédures, l'accès à la justice et principalement l'éthique et la professionnalisation dans le milieu judiciaire. Je souhaite que les discussions que nous aurons ici permettent d'identifier des pistes concrètes qui nous permettent d'organiser, d'accentuer, d'avancer plus en avant encore dans la modernisation de notre système judiciaire. Pour vos anniversaires, mariages, communions, dot, vacances, hébergements, séminaires, événements de tout genre, Sylva Beach, le cadre idéal. Dressé sur un domaine de 1 hectare, Sylva Beach dispose de 5 bâtiments très bien équipés avec des chambres confortables, à la fois ventilées et climatisées, d'un court de tennis pour une détente parfaite entre amis et en famille, d'une cuisine communautaire accessible à tous les clients, de vastes aires de fête, de 2 parkings suffisamment grands pour contenir vos engins et véhicules. À Sylva Beach, vous avez également une vue directe sur la plage depuis votre chambre. La porte de l'arrière-cour vous donne un accès facile sur la mer. Plusieurs d'autres surprises vous y attendent. La place de fête et d'hébergement Court-Séjour Sylva Beach vous donne le sentiment d'être chez vous avec toutes les commodités qui s'y prêtent. Sylva Beach est situé à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, à environ 10 km de Ilakondi, frontière Bénin-Togo, et à 110 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Pour tout renseignement et réservation, contact, appel et WhatsApp, plus 229 46 00 13 28. Email sylvabeach54@gmail.com. Des stations-service envahies par des files de bouteilles de gaz à Niamey. Ce précieux liquide essentiel pour les ménages est introuvable depuis quelques semaines. Face à la pénurie, le gouvernement a interdit son exportation jusqu'à nouvel ordre. Objectif, répondre à la demande locale. Une mesure appréciée par ce vendeur qui espère qu'elle va atténuer la situation. Le gouvernement a raison, il n'est pas normal de faire sortir un produit alors que la population en a besoin. Actuellement, nous n'avons pas de gaz, donc il n'est pas normal de l'exporter. Cette interdiction est une bonne chose, puisque l'exportation provoque une pénurie, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous les consommateurs. Le Niger fait face à 2 situations majeures. Le gaz produit localement est estimé à moins d'une dizaine de camions par jour. Pour combler le gap, le pays doit s'approvisionner à l'extérieur. Le Niger produit environ 6 citernes de gaz par jour, de gaz butane. Et en général, cette production est distribuée à travers les opérateurs. Maintenant, au-delà, on parle de la moitié de cette production qui est vendue par nos partenaires à des opérateurs extérieurs ou très souvent même nationaux, mais qui exportent le gaz au Nigeria. Puisque le gouvernement a interdit l'exportation, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire face à la demande. Si cet économiste se montre plutôt satisfait de cette décision, il reste néanmoins à trouver des solutions pour satisfaire les besoins locaux et sécuriser la production. Avec
Avec un très vaste territoire, une capacité de production agricole pouvant nourrir le quart de la population mondiale, un potentiel hydroélectrique et un marché régional de 260 millions de consommateurs, il est clair que la République démocratique du Congo bénéficie d'atouts majeurs. Pourtant, l'insécurité alimentaire est fortement répandue dans le pays, elle frappe 27 millions de personnes et chaque année, la RDC dépense des milliards de dollars en importation de produits alimentaires. Alors, pour initier une transformation totale du secteur agricole, Kinshasa a accueilli le premier forum agrobusiness. L'agriculture ne doit pas être prise seule, isolée. Et on doit jouer un écosystème autour de l'agriculture. Il faut l'industrie, il faut l'énergie, il faut les routes, il faut les finances. À ce moment-là, nous ne tomberons pas dans les erreurs du passé. La RDC aujourd'hui est en train de perdre autour de 3 milliards de dollars l'an pour importer les céréales. Alors que nous sommes capables, avec tout ce qu'on a comme potentiel, de produire, de donner tout ce qu'il faut et on peut nourrir toute l'Afrique. Le gouvernement congolais vise une stratégie sur 10 ans. Il s'agit de renforcer la productivité des exploitants, développer les infrastructures énergétiques et de transport, améliorer le cadre de gouvernance et renforcer le capital humain des acteurs du secteur. Côté cadre financier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi accroît la coopération avec l'ensemble des acteurs impliqués, qu'ils soient opérateurs économiques nationaux et internationaux, entrepreneurs et multinationales, acteurs publics ou privés, certains sont même déjà à l'œuvre. Je crois au potentiel de ce pays en raison de ses ressources naturelles et sa situation géographique. Je pense que d'ici quelques années, peut-être la prochaine décennie, nous verrons quelque chose de similaire à ce qui est arrivé au Brésil. Un développement énorme de l'agriculture et de la distribution alimentaire. En dépit d'initiatives menées par le passé, le paradoxe de l'insécurité alimentaire demeure. Faire de cette transformation agricole une priorité relève donc d'un enjeu majeur pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, d'autant que le 20 décembre prochain, la RDC va aborder un scrutin décisif. Au Burundi, Alain-Guillaume Bunyoni restera dans sa cellule de la prison de Gitega. La Cour suprême du pays a rejeté lundi la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien Premier ministre. Le prévenu a été notifié de la décision mercredi. Le général Bunyoni est accusé de saper la sécurité nationale. Il a dirigé le gouvernement burundais de juin 2020 à septembre 2022. Celui qui était considéré comme le véritable numéro 2 du régime au Burundi a été arrêté en avril dans la capitale économique Bujumbura, la veille de son 51e anniversaire, dans un contexte de velléité de coup d'État contre Évariste Ndayishimiye, le président burundais. Il avait introduit une demande de mise en liberté provisoire lors du début de son procès fin septembre, malgré l'arrivée d'un nouveau régime en 2020 suite à la mort de Pierre Nkurunziza. La situation des droits de l'homme au Burundi était toujours jugée désastreuse par une commission d'enquête de l'ONU en septembre 2021. Le groupe paramilitaire russe Wagner, longtemps présent en Ukraine et actif en Afrique, a signé un contrat avec une société chinoise pour acquérir 2 satellites d'observation et commander des images lui fournissant une puissance inédite de renseignement. L'accord prévoit également la fourniture d'images à la demande provenant d'autres satellites chinois. D'après un contrat commercial signé le 15 novembre 2022, la société Beijing Yunzi Technology a vendu pour 31 millions de dollars à Nika Fruit, une société de la galaxie Prigogine, 2 satellites d'observation très haute résolution appartenant au géant chinois du spatial Changguang Satellite Technology. Selon une source sécuritaire européenne, certaines de ces images auraient même servi à Prigogine, mort en août dans le crash de son avion, pour préparer sa mutinerie du mois de juin, la plus grande menace jamais vécue par le président Vladimir Poutine en 20 ans de pouvoir. Selon la même source, ces clichés auraient permis à Wagner, en cours de démembrement depuis la mort de son chef, d'obtenir du renseignement en Ukraine et en Afrique, où opèrent ces mercenaires. Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié être au courant de ce dossier, mais pour les experts du secteur spatial, il est évident que le gouvernement chinois est informé de ce type de commande. Les athlètes russes participeront-ils aux Jeux olympiques de 2024 ?
À Moscou, la perspective d'une absence gagne du terrain. Je ne vois potentiellement pas un seul athlète olympique russe à ces Jeux parce que le comité olympique russe n'a pas reçu d'invitation. Par conséquent, je m'abstiendrai de parler d'athlètes individuels neutralisés. Les Russes payent le prix du conflit qui oppose leur pays à l'Ukraine. L'idée de leur participation sous bannière neutre est évoquée. Duane Kevin Davis, un gangster qui se décrit comme tel et qui, selon la police et le ministère public, aurait commandité la mort de Tupac Shakur en 1996, a comparu pour la première fois mercredi devant un juge du Nevada aux États-Unis. C'est une affaire classée qui traîne depuis 27 ans. J'ai estimé qu'il y avait suffisamment de preuves légalement admissibles pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous l'avons présenté à un grand jury et ce dernier a convenu qu'il y avait des raisons probables de prononcer un acte d'accusation. Mais cette affaire n'est pas une affaire comme les autres. Devant un tribunal, nous devons présenter des preuves juridiques suffisantes pour espérer prouver sa culpabilité. Toute affaire vieille de 27 ans présente parfois des difficultés, mais nous sommes convaincus que le système de justice fonctionnera dans ce cas. Le suspect âgé de 60 ans a été arrêté vendredi dernier près de son domicile et quelques heures plus tard, il a été inculpé de meurtre. Davis avait publiquement admis son rôle dans le meurtre de Tupac dans des interviews avant la publication en 2019 de ses mémoires. Les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent depuis ce jeudi à Addis Abeba du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent. Afin de remplir correctement ses fonctions et les points de l'ordre du jour du Conseil de sécurité relatif à l'Afrique, le Conseil doit être en mesure d'entendre les perspectives africaines sur ses propres défis. Mais plus encore, nous voulons entendre vos aspirations et vos besoins, car nous sommes avec vous. Le représentant d'Antonio Guterres auprès de l'UA a lui souligné que l'insécurité sur le continent nécessite de nouvelles réponses mises en œuvre par les partenaires africains. L'importance des réponses menées par l'Afrique avec un financement prévisible, durable et flexible fera partie d'une boîte à outils pour les réponses aux conflits et aux crises en Afrique. Le fait d'accompagner les Nations Unies et de financer les opérations de soutien menées par l'UA renforcera la capacité des deux organisations à faire face conjointement aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité en Afrique. Les deux conseils devraient évoquer vendredi la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement au Soudan, au Sahel, en Somalie et en RDC.